Merci d'être venus si nombreux pour le dernier des jeudis de la MSHE donc de cette année. Alors on finit un peu en beauté. On a le grand plaisir de recevoir Lucien Belli donc, pour cette dernière conférence. Donc, Lucien Belli est professeur d'histoire à la Sorbonne et a été élu donc, cette année membre donc, de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, Lucien Belli travaille sur la diplomatie, les relations internationales, et puis est un grand spécialiste de Louis XIV, donc thématique dont il va nous parler ce soir. Donc, merci beaucoup de vous être déplacé et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à tous d'être venus. Merci à Didier Jean d'avoir organisé cette conférence et ce beau cycle. C'est toujours très intimidant de parler après des spécialistes d'autres disciplines. Hein. Moi, je vais vous parler du passé et pour bien d'autres conférences, vous avez découvert plutôt une réflexion sur le présent. C'est pour ça que j'ai voulu lier le temps de Louis XIV aux souvenirs qu'il a pu laisser, et j'ai choisi plutôt les mauvais souvenirs. Hein. Donc, vous voyez, c'est intitulé « Souvenirs douloureux et questions sensibles ». L'idée de questions sensibles parcourt notre pédagogie. Vous le savez, les professeurs d'histoire en particulier sont très confrontés à ces questions, comment aborder des sujets qui font polémique. Et cette idée de questions sensibles, moi, j'y suis aussi très sensible. Et je pense que c'est une façon aussi d'aborder l'histoire en évoquant finalement les endroits où ça fait mal, en quelque sorte, dans la mémoire collective. Alors je suis également très heureux d'être ici, à Besançon, sur un territoire, la Franche-Comté, qui sont devenus français au temps de Louis XIV, et je dirais d'une certaine manière par la politique de Louis XIV. Je ne sais pas s'il a voulu que la Franche-Comté soit française, mais en tout cas, il a mené une politique pour cela. Et je suis d'autant plus sensible d'être ici que j'y compte des amis, en particulier Jean-François Solnon, qui lui-même a travaillé beaucoup sur Louis XIV et qui a écrit un livre très intéressant où il essaye de dégager un peu comme moi, pour une autre dimension, les vérités et les légendes. Alors, je commençais par une anecdote, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, je faisais passer l'oral de licence sur la France de Louis XIV. Et une étudiante est venue avec un petit garçon qu'elle gardait, en fait. Hein, et comme elle n'avait pas pu faire autrement, il était là avec son cahier de travail. Alors, il avait, à mon avis, entre 8 et 10 ans. Et une de mes collègues, maître de conférence, qui était avec moi, qui a elle-même 3 garçons, s'est occupée du bambin et l'a fait parler. Et à un moment, elle est venue vers moi en me disant, vous vous rendez compte, il connaît Louis XIV et Versailles. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu cette constatation, c'est d'une certaine manière, même un petit garçon français connaît Louis XIV et Versailles, en particulier cette image qui s'est imposée finalement dans notre mémoire, celle d'un roi en majesté, tel que Hyacinthe Rigaud l'a représenté à la fin de sa vie, enfin pas vraiment à la fin de sa vie, mais à la fin du XVIIe siècle. Et vous le voyez, cette image où il est habillé en habit de sacre, c'est un habit qu'il a porté vaguement quand il avait 16 ans, ou même, oui, 16 ans. Donc vous voyez, 40 ans plus tard, on l'a peint tel qu'il avait été dans sa jeunesse. Dans une posture, d'ailleurs, qui était un peu désinvolte, puisqu'on a souvent analysé cette posture comme une sorte de pas de danse qu'il serait en train de commencer. J'ai enseigné à Abu Dhabi pendant longtemps, et surtout au début, moins à la fin, mais au début, quand je montrais cette image, les étudiants étaient choqués. Mais profondément choqués, me demandaient de passer. Pourquoi ? Parce qu'il montrait ses jambes. Hein. Et un de mes collègues m'a confié un jour qu'il trouvait qu'il avait une allure de drag queen. Donc, vous voyez, c'est aussi ces images qui nous restent du passé, et en tout cas, cette image a beaucoup plu à Louis XIV, qui a demandé immédiatement une copie. Et c'est finalement une image qui est restée pour toute figure royale. Stendhal a raconté comment le duc de Parme prenait des positions dans son cabinet pour imiter Louis XIV.
très tôt, vous le voyez, en 1840, Thackeray a fait cette caricature amusante qui montre bien à quel point c'est une représentation. Vous voyez le vrai Louis XIV au milieu, puis cet habit, cette sorte d'habit d'acteur, et puis bon, à la fin, il est représenté tel que sur le tableau de Rigaud. Et en fait aussi, c'est une façon ça a été une image qui a servi à caricaturer tout pouvoir qui est tenté par la démesure. Je vous rappelle, pour les plus âgés d'entre nous, ces caricatures d'il y a longtemps, hein, du Canard enchaîné, où le caricaturiste Moisan comparait De Gaulle à Louis XIV. Donc vous le voyez, ce sont finalement ces images qui restent, qui frappent la mémoire collective, qui sont un peu aussi des références pour le bien et pour le mal. En même temps, bien sûr, il y a d'autres images, comme celle de ce palais, hein, et c'est aussi tout le plaisir, hein, et la fierté, hein, de la France d'avoir ce palais. En même temps, on peut penser que ça a été aussi une ruine financière. Donc vous le voyez, ce règne de Louis XIV apparaît bien comme le temps d'un régime qu'on peut appeler absolutiste, et la personnalité même du roi, sa politique, ont suscité des jugements contrastés. Et aujourd'hui encore, on peut avoir deux idées. Hein. Le roi absolu qui a imposé de très lourdes contraintes à ces sujets, hein, qui évoquent un peu les figures d'aujourd'hui de ces chefs d'État très autoritaires, hein, qu'on voit surgir un peu partout, dans des pays même proches de l'Europe et même en Europe. Vous voyez, c'est un peu c'est une image qu'on peut donner de ce roi de France. Et puis il y a une autre image plus agréable, c'est celle du protecteur des artistes, de Racine, de Molière, de Lenôtre, et qui aurait en quelque sorte incarné l'idéal d'un grand siècle. Moi, aujourd'hui, j'insisterai plutôt justement sur ces questions sensibles, ces souvenirs douloureux, et finalement, en Franche-Comté, on peut en parler, puisque les souvenirs n'ont pas toujours été très bons de ce règne. Alors, indéniablement, cette France du XVIIe siècle, c'est une monarchie administrative et autoritaire. C'est d'abord un pays très peuplé, autour de 20 millions d'habitants, 22 peut-être, pays le plus peuplé d'Europe, et la majorité des Français sont des paysans, donc relativement indépendants, ils se nourrissent eux-mêmes, et ils parviennent à peu près à se nourrir et à approvisionner des villes qui sont assez nombreuses. Donc, finalement, un pays qui tient. Le régime, la monarchie, a réussi aussi à imposer un système où l'on perçoit des impôts. Le clergé reçoit de l'argent, la noblesse reçoit de l'argent, mais le roi aussi. Et ces impôts sont devenus très lourds. Ce sont des impôts, vous voyez, qui taxent essentiellement les ruraux. Alors bien sûr, cette augmentation des impôts, en particulier très forte au XVIIe siècle, a suscité des protestations, des révoltes. Elles ont été réprimées. Et les gens ont pris l'habitude de payer des impôts. C'est une tradition française, hein, et finalement, nous payons beaucoup d'impôts. Et vous voyez, il y a une ponction très forte, aujourd'hui encore, sur le produit intérieur brut. Une fois cette monarchie renforcée par ces apports financiers, eh bien, le roi de France a pu d'abord bien défendre le pays et aussi l'agrandir. Et le temps de Louis XIV est un temps de politique belliqueuse, hein, et il suffit de faire la liste, hein, de ces acquisitions. La France a changé de visage, hein, en quelques décennies. Perpignan, Arras, Lille, Douai, Besançon, Strasbourg, c'est pas rien. Hein, ce sont des villes importantes dans notre vie d'aujourd'hui qui sont devenues françaises finalement en 50 ans. Également, c'est aussi parce qu'il y a cet impôt qui permet de faire la guerre que le monarque peut en tirer une partie, hein, une bonne partie, un peu moins de 10% probablement, pour justement ses plaisirs.
hein, et ses réalisations. Alors, il a appris tout jeune. Hein. Sa mère, quand elle était régente, a déjà mis la main sur ce pactole. Elle a construit son monastère du Val-de-Grâce, admirable, en très peu de temps. Donc, Louis XIV est à bonne école, hein, pour savoir comment se réserver une partie de cet argent. En même temps, qui est un argent offert à la nation, pourrait-on dire, puisque c'est une image, hein, de la France. Donc, vous le voyez, il y a eu cette mobilisation par l'impôt, mais aussi une mobilisation psychologique, une mobilisation morale. Les Français se sont habitués à faire des efforts pour la défense de la patrie, pour la terre de leur père, pour la gloire du roi. Vous voyez cette notion un peu vague, mais qui compte, hein, la gloire du roi. En même temps, vous le voyez, cet effort a donné une grande cohérence à la société. Ça limite les résistances. Quand on est porté vers un but commun, eh bien, les gens ont appris aussi à se tenir à carreau. Cette politique à limiter les oppositions, à bâillonner les mécontents, à interdire les attentats, à éviter les révolutions. Donc vous voyez, d'une certaine façon, les Français ont préféré cet ordre autoritaire à la guerre civile. Il y avait eu les guerres de religion, 40 ans de guerre de religion, c'était dur. Donc la monarchie avait sorti finalement le royaume de ces 40 ans de guerre de religion. Puis il y a eu l'affront dans la jeunesse de Louis XIV. C'est aussi une longue épreuve. La France est ressortie à peu près dans l'état où elle était au début, mais elle aurait pu changer. Donc on veut voir, vous voyez, c'est la maxime de l'ordre, comme on l'a dit parfois, eh bien c'est aussi le choix de la tranquillité, de la sécurité, quitte finalement à renoncer à une partie des libertés. Alors il y avait des libertés dans la société ancienne, des libertés locales, des libertés régionales, les villes avaient des libertés. Eh bien le roi de France a imposé son pouvoir, a certainement réduit les particularités des différents territoires, a réduit la tradition d'indépendance des territoires, et vous le voyez, pour la Franche-Comté, c'est important. La Franche-Comté était un territoire du roi d'Espagne, où justement, le roi d'Espagne maintenait une très grande indépendance. Tout le système espagnol, cette monarchie à l'échelle de l'Europe, permettait finalement aux élites locales d'administrer le territoire. Il n'y avait finalement qu'une règle, c'est de rester fidèle au roi d'Espagne et à la religion catholique. Et bien sûr, à la politique étrangère du roi d'Espagne. Pour le reste, il y avait une grande tradition de décentralisation. Vous voyez le changement, le fait de devenir français, ça a changé du tout au tout. Alors, vous le savez, ça a été fait assez rapidement. Hein. Vous voyez les images, hein, du roi guerrier, très très belle, hein, vous voyez, cette construction d'une image, et Sacquerel a bien compris. Hein, je vous signale par exemple sur l'image du milieu, le roi porte tous les bijoux de la couronne, enfin les bijoux, pas de la couronne, les bijoux en sa possession. C'est-à-dire qu'on a tout est couvert de diamants. C'est, vous voyez, une image un peu iconique, hein, une volonté de créer un personnage. Là, je ne sais plus quel diamant au chapeau, à la cravate, etc. Cet état royal, vous le voyez, s'incarne aussi par la figure de Colbert, pas bien d'autres, mais celle de Colbert est intéressante, et j'y reviendrai tout à la fin, vous verrez. Et c'est finalement lui, l'homme de l'État, et d'autant plus important qu'il est contrôleur général des finances, donc il rassemble l'argent, et il en dispose d'une grande partie, parce qu'il crée une marine, il est secrétaire d'État de la marine, et également les bâtiments. Donc c'est lui qui va payer, en particulier le début de Versailles. Il n'était absolument pas favorable à Versailles, hein. Il trouvait que c'était ruineux, qu'il fallait mieux finir le Louvre, mais il a été obligé d'obéir, et donc on a créé Versailles. Donc vous voyez, c'est le type même. Ici à droite, vous voyez Louis XIV à un moment tenant les sceaux, c'est-à-dire jouant le rôle de chancelier. Vous voyez, on est en train de préparer des décisions, et là, tout au bout, vous avez des commis qui sont en train de mettre le sceau royal sur des décisions, et les hommes assis, vous voyez, sont des conseillers d'État qui ont le chapeau devant le roi. C'est les seuls à pouvoir porter le chapeau parce qu'ils sont l'État. Ils sont l'État et ils expriment l'État. Et vous voyez, sur des décisions pour des affaires générales. Donc vous voyez, le roi Louis XIV a eu la prétention d'être à la fois un roi qui règne et un roi qui gouverne.
et qui peut même jouer le rôle de ministre. Vous voyez, c'est vraiment la mécanique du pouvoir. Quand on commence à mettre des sceaux, passer du temps à regarder mettre des sceaux, c'est vraiment, on veut suivre les affaires de très près. Donc, cette machine s'est mise en marche pour la guerre. Il y a eu une première guerre, vous le savez, qui a permis une première conquête de la Franche-Comté, mais la France ne l'a pas demandé au moment des négociations. En revanche, le dessin a été pris, et donc la conquête commence en 1674. C'est une façon aussi, vous le voyez, de casser une des surveillances qui s'exerce sur le royaume de France. Le roi d'Espagne surveillait la France de l'Est à partir de la Franche-Comté, comme le roi d'Espagne surveillait à partir de la Flandre le royaume de France. Donc on veut prendre ces deux provinces, la Franche-Comté et la Flandre, et vous voyez ici le siège de Grès, la vue d'ensemble du siège de Besançon par Van der Meulen. Vous voyez, là on voit bien l'énorme armée. Il faut 10 fois plus de soldats qu'il n'y a de soldats dans une ville pour faire un siège. Donc si vous avez 5000 soldats, il en faut 50 000. Donc qu'est-ce que je dis? Si vous avez 50 000. Et voici, vous voyez, le roi lui-même en majesté, en guerrier aussi, devant Besançon. La ville est finalement acquise au congrès de Nimègue en 1678, et la province. Donc, vous le voyez, c'est un changement fondamental. Et immédiatement, donc, cette monarchie impose ses règles. C'est-à-dire que elle perd son autonomie, l'autonomie qu'elle avait au temps du roi d'Espagne. Vous voyez, un roi qui est à Madrid, c'est très différent d'un roi qui est à Paris. Il y a un intendant qui vient coiffer l'administration locale, donc un représentant du roi, un représentant de l'État surtout, qui incarne la centralisation, qui caractérise cet État. Le roi établit le Parlement à Besançon, il était jusqu'alors à Dole, mais les parlements, qui sont des cours de justice, perdent un peu leur droit à la parole, ce ne sont plus que des cours de justice. L'imposition extraordinaire instituée par l'administration espagnole devient permanente. L'administration française est capable d'obtenir des impôts. Et ça, tous les princes européens admirent la France. Elle a une administration qui sait, entre menaces et convictions, arracher aux Français des impôts. Et on introduit aussi les mauvaises manières de la France, c'est-à-dire en particulier la vénalité des offices. On vend les offices. Les charges publiques sont vendues. Vous voyez, il y a une sorte de délégation et en même temps une forme de corruption généralisée dans les institutions. Les États qui représentaient la province sont mis en sommeil, donc il n'y a plus de dialogue entre le pouvoir central et les intérêts régionaux. Le chapitre cathédrale de Besançon perd son droit de désigner l'archevêque. Donc vous le voyez, la Franche-Comté incarne parfaitement cette intégration dans un État autoritaire et administratif que je viens de décrire. Le fait de devenir français, c'est accepter ce changement d'organisation, on dirait ce changement de gouvernance. Ce qui signifie aussi un grand changement pour les populations, pour les élites, pour les autorités. Et vous le voyez, on a été obligé d'accepter cela. Donc, finalement, quand on regarde l'histoire telle qu'on l'apprend, telle que nous l'avons apprise, nous trouvons cela naturel. La France, l'histoire de France, c'est une évolution vers un État toujours plus centralisé, plus exigeant, plus présent, qui se mêle d'un peu tout. En même temps, on l'accepte parce qu'il est jugé relativement efficace et peut-être impartial. Vous voyez, c'est l'idée que le roi lointain, il équilibre, il est moins sensible aux intérêts locaux, aux pressions, donc ce sera un État plus juste en quelque sorte. Or, vous voyez, aujourd'hui, tout a changé. Nous n'avons plus du tout cette vision de l'État, ou beaucoup moins. Alors bien sûr, nous espérons bien que l'État est efficace, nous espérons bien que l'État soit juste, mais d'une certaine manière, ce que les Français demandent aujourd'hui, c'est la participation à la décision, c'est la consultation large de l'opinion publique, c'est une négociation à tous les échelons.
Donc finalement, ce modèle qui longtemps est apparu comme un modèle vers lequel on devait tendre, eh bien aujourd'hui, finalement, nous apparaît sans doute intéressant, mais aussi discutable. Et vous voyez bien comment toute l'histoire de France peut être réécrite, et justement parce que cette intégration n'a pas toujours été si agréable ni si bonne. Hein. Il y a un Lillois, Chavat, qui comme les gens de Franche-Comté, est devenu français, et nous avons son journal, c'était un artisan, il n'était pas content de devenir français. Et la seule chose bonne qu'il trouvait, c'est qu'il y avait la reine de France qui était une bonne espagnole, hein, et une bonne catholique. Mais le reste, devenir française, c'était pas drôle. Ça signifiait plus d'impôts, plus de contraintes, plus d'obéissance, moins d'indépendance. Et donc, vous voyez, c'est une réflexion à mener, je pense, qui est intéressante. Le règne de Louis XIV, je l'ai dit, c'est aussi un temps de guerre. C'est une politique belliqueuse. Si la Franche-Comté a été acquise, c'est qu'on avait les moyens de ça. Nous avons vu ces armées mobilisées. Et ce qui est apparu, finalement, aussi dans ce règne, et qui est aujourd'hui peut être analysé, peut être discuté, c'est justement la démesure de la guerre. Alors, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que le XVIIe siècle est un temps de guerre. Mon collègue, maintenant défunt, André Corvisier, avait dit qu'il n'y avait eu qu'une ou deux années sans guerre en Europe au XVIIe siècle. Donc, vous voyez, la guerre est familière. Nous connaissons aujourd'hui la guerre à l'Est. Vous voyez, quand tout le continent connaissait la guerre, c'était une autre affaire. Mais justement, cette expérience de la guerre de 30 ans en particulier, avait conduit à penser la guerre, à essayer de limiter les dégâts. D'abord, c'est une guerre professionnelle. Hein, ce ne sont pas des conscrits. Hein, ce sont des gens qui veulent bien faire la guerre, qui sont payés pour ça, qui sont donc coûteux, donc que l'on préserve. Ce sont aussi des hommes qui sont censés se conduire, hein, se bien conduire. Donc finalement, des règles se sont imposées. L'une des règles principales, c'est le respect des populations civiles. La guerre, c'est une affaire de professionnels que l'on mène selon des règles très précises. On doit respecter ces règles. Or, le temps de Louis XIV a bien sûr respecté ces règles. Louis XIV respectait très bien ces règles. En particulier, il aimait bien les sièges parce qu'il trouvait que c'était moins sanguinaire, c'était très technique, très savant, coûteux certes, mais très savant. Et finalement, ça épargnait des vies d'hommes. Donc, il était plutôt favorable aux sièges plutôt qu'aux batailles où on peut perdre beaucoup d'hommes sans grand résultat. Mais néanmoins, c'est une politique, vous l'avez vu tout à l'heure, toutes les villes de Franche-Comté ont été assiégées. Donc ça a demandé des hommes et il y a eu des morts. Mais ce que l'on commence à dénoncer sont les débordements de soldats. Et en particulier dans la guerre de Hollande, vous voyez, ça va commencer très vite. À la fin de 1672, en Hollande, il y a deux villages qui ont été touchés par les soldats français. Immédiatement, vous voyez ces publications où on dénonce ces ravages, avis fidèles aux véritables Hollandais, touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et de Sammerdam et les cruautés inouïes que les Français y ont exercées. Voilà, vous voyez une image, les cruautés inouïes. Alors, vous le voyez, en plus, ce recueil, c'est un très grand graveur, Romain de Hoock, admirable, et vous voyez une autre, vous voyez l'enfant qui est empalé, vous voyez donc c'est vraiment la dénonciation de la guerre, des méfaits de la guerre, et un appel en quelque sorte à l'opinion publique internationale. Face à la démesure d'un grand roi très puissant, eh bien il faut appeler à la conscience nationale à travers le papier, à travers l'image. Vous voyez, c'est un peu face aux images glorieuses de tout à l'heure, du roi à cheval, eh bien, c'est la dénonciation. Et vous le savez, la Franche-Comté a connu aussi son moment terrible, juste avant le début des opérations en Franche-Comté, les Arcet. À la fin de 1673, les autorités françaises imposent aux populations comtoises une contribution pour éviter tout pillage. Donc vous voyez, c'est demander des impôts à l'avance de manière à ce qu'on n'ait pas à se payer sur le peuple. Et pour cela, une troupe française s'approche du village d'Arcet. Je vous montre l'église actuelle qui a été construite au XVIIIe siècle. Le village est protégé par des palissades.
Le commandant, qui s'appelle Wascal, envoie un émissaire, mais dès que cet émissaire parle de contribution, il est abattu. Furieux, les soldats français attaquent, les paysans du village se réfugient dans l'église avec leurs filles et leurs femmes, et en particulier dans le clocher. L'aumônier de la troupe française essaye de calmer les soldats, il n'en est rien, et finalement Wascal fait mettre le feu à l'église. Vous voyez, donc c'est un peu un petit oradour, hein, et il y aurait eu entre 50 et 123 victimes, et vous voyez, c'était l'horreur, hein, ça frappait les consciences, et ça ternit bien sûr l'image de l'armée française. Et alors, ce sont des débordements, hein, ce sont des dommages collatéraux, comme on l'entend parfois. Et vous voyez comment finalement la guerre, toute construite qu'elle a été, accompagnée d'une propagande forte, a pu aussi, avec le temps, donner des moyens aux ennemis de la France, aux voisins de la France, eh bien de construire aussi une légende noire de Louis XIV. Et ça va passer aussi par une forme de terreur. Hein. La France va utiliser la méthode du bombardement, un bombardement de villes. Voici le bombardement de Gênes en 1684. Hein. On reproche vaguement à Gênes d'avoir construit les bateaux pour les Espagnols. On détruit une grande partie de Gênes, et encore aujourd'hui, hein, la ville ne s'est jamais vraiment relevée de cette destruction. Et vous voyez, le Doge arrive à Versailles présenter ses excuses à Louis XIV, alors qu'il n'a pas le droit normalement de quitter Gênes. On exige qu'il vienne à Versailles présenter ses excuses. Et vous voyez, c'est le début de la Galerie des Glaces. Hein. La cour vient juste de s'installer à Versailles, et en particulier, ce tableau est merveilleux parce qu'il présente aussi le mobilier d'argent qui était la décoration, le mobilier initial du palais. Alger est bombardé, Liège est bombardé, Bruxelles est bombardée pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et dans tous ces pays, quand vous y allez, moi qui suis historien, je suis allé dans la plupart de ces pays, eh bien, à Liège, on vous dit, ben voilà, ça a été détruit par Louis XIV. Si vous allez à Bruxelles, sur la Grande Place, on vous dira, vous voyez, tout ça a été détruit par Louis XIV, tout ça est une nouvelle construction après le bombardement de 1695. Et ça va se développer également dans le Palatinat, la grande dévastation du Palatinat. L'idée qui est lancée par le gouvernement français, et par Louvois en particulier peut-être, c'est qu'il faut détruire les bâtiments, ne pas détruire les populations, ne pas les tuer, mais faire en sorte que une région entière ne puisse pas se relever pendant un certain temps. Et donc, on va mettre le feu à des villes comme Speer, Worms, Oppenheim. Et ce soldat que vous voyez ici, cette caricature allemande, un Mellac, qui est jugé comme un très bon soldat, hein, dans les mémoires de Saint-Simon. Saint-Simon dit que c'était un admirable officier. Mais vous voyez, aux yeux des Allemands, c'est l'homme qui a contribué à la destruction du Palatinat. Et vous voyez cette représentation d'une ville en feu derrière. Et je me souviens être allé, vous voyez, c'est pour vous montrer comment la mémoire est longue, être allé en Allemagne dans ma jeunesse, et mes collègues dire Mellac, on donnait le nom de Mellac aux chiens pour pouvoir leur donner des coups de pied au derrière. Et ça veut dire la longueur du ressentiment. Hein. Donc, vous voyez que il faut aussi penser à ça. Il ne s'agit pas de se repentir. Vous voyez, je ne suis pas du tout pour la repentance, mais pour la prise de conscience, hein, que tout autour de la France, chez nos voisins, nous n'avons pas forcément laissé un très bon souvenir. Alors, je ne parle pas de ce qui va se passer au temps de Napoléon, mais Napoléon, c'est plus compliqué parce que parfois, il a apporté les réformes de la Révolution, donc son image est beaucoup plus ambiguë. Mais pour la France de Louis XIV, c'est aussi cette présence militaire qui a été très, très pénible. Alors, ça peut conduire à des formes de résistance. Et la Franche-Comté a connu une forme de résistance. Alors c'est très vague, c'est très complexe. Vous voyez, la Franche-Comté est devenue française au moment de Nibeg, enfin dans la période 1673-1678. Les institutions s'imposent. Et au début du XVIIIe siècle, il y a une nouvelle guerre, qui est une guerre très compliquée, la guerre de succession d'Espagne, une guerre européenne. Et il semble bien qu'en Franche-Comté, il y ait eu des mouvements, hein, des mouvements de protestation, des intrigues, probablement parce que les comtois étaient fatigués des méthodes françaises. Et il y a eu
une opération qu'on comprend mal, qui apparaît beaucoup dans les mémoires de Saint-Simon parce qu'il était l'ami de l'intendant de Franche-Comté, qui s'appelait Le Guerchois. Et il le dit, c'était mon ami, il m'a tout raconté, et nous avons des archives importantes sur ces affaires-là. Et alors, bizarrement, vous voyez cette grande dame-là, elle fait partie de la maison de Lorraine, elle est liée à la maison de Lorraine, mais elle vit à la cour de Versailles, et c'est souvent dans son entourage, semble-t-il, qu'en Comté, elle avait beaucoup de biens en Franche-Comté, et c'est dans ces terres que l'on a beaucoup intrigué, et on dit toujours les hommes, les gens de Mademoiselle de Lillebonne. Vous voyez, alors, elle est intouchable, elle. Vous voyez, elle est née Lorraine, elle est princesse, elle est liée à une famille souveraine à Lorraine, elle est le gratin du gratin, mais vous voyez, c'est sur ces terres. Et on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que des Comtois ont pris contact avec les ennemis de la France, les troupes impériales, et en particulier un perruquier. Il apparaît dans tous les papiers, en effet, je l'ai trouvé dans les archives. On parle du perruquier de Franche-Comté. Et le perruquier a servi d'intermédiaire. Et puis les autorités françaises ont pris conscience qu'il se passait quelque chose, l'intendant Le Guerchois, et il a payé le perruquier. Le perruquier a changé de bord et a commencé à livrer des informations. En particulier, il a dénoncé 3 hommes, l'un à Montbéliard et 2 à Besançon. Et vous voyez, c'est l'idée que des Comtois sont allés demander une intervention impériale. Et en effet, en 1709, une armée impériale arrive. Et c'est un combat à Rumersheim. Et vous voyez, c'est la croix. C'est la seule chose que j'ai trouvée, une croix qui marque le lieu du combat. Et les troupes françaises étaient commandé par Léonard Dubourg, qui sera plus tard le maréchal Dubourg. Et c'est une victoire française. Ils ont franchi, les troupes ont franchi le Rhin, ont réussi les Français prennent leur drapeau, leurs canons, et le général impérial, qui s'appelle Mercy, c'est une grande famille, le comte de Mercy, n'a que le temps de fuir à cheval, mais ont réussi à prendre tous ses papiers, dans sa cassette. Et ce que dit Saint-Simon, c'est qu'on a trouvé des drôles de choses dans la cassette. Et alors, voilà, je vous lis ce que dit Saint-Simon. On y lut, entre autres, qu'il fallait tout tenter pour remettre la France hors d'état à jamais d'inquiéter l'Europe et de plus sortir de ses limites, où il fallait la rappeler, vous voyez, la ramener dans ses limites. Et si l'on y pouvait enfin réussir par les armes, on serait obligé d'avoir recours au grand et dernier remède. Et vous voyez, Saint-Simon épilogue en disant, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si, on comprend, c'est l'attentat contre Louis XIV. Vous voyez, faire un attentat de manière à se débarrasser du roi. Et ce que dit Louis XIV, c'est que probablement ces membres de la famille de Lorraine servaient d'indicateurs aux troupes impériales. Ils étaient à la cour et par leur correspondance, ils informaient Vienne de ce qui se passait en France. Et ils ont senti un peu que ça sentait le roussi. Donc Mademoiselle de Lillebonne et son oncle, le prince de Vaudémont, sont allés se reposer un peu à Commercy pour prendre l'air. Puis, bon, vous voyez, ils étaient des habitués de la cour de Versailles. Ils sont revenus, on a tout oublié. Et vous voyez comment, finalement... Alors, bien sûr, on a tout oublié, sauf pour un meunier qui a été pendu et les artisans de Besançon qui ont été aussi exécutés. Les sous-fifres, eux, on les a exécutés. Donc, vous le voyez, ce sont des évolutions à travers cette entrée de la Franche-Comté dans la France. Eh bien, on voit à la fois comment, eh bien, il y a eu de bonnes choses, probablement. Et ça, c'est pas mon propos ici d'en parler. Je crois qu'il y aurait certainement, et même sûrement, à souligner les apports de cette entrée. Ce sont des apports réciproques de cette nouvelle géopolitique, finalement, et de cette nouvelle appartenance de la Franche-Comté à la France, mais aussi il y a des cicatrices et elles sont toujours très intéressantes à sonder. Alors, je soulignerai 2 autres points très sensibles du temps de Louis XIV qui ne touchent pas forcément la Franche-Comté, mais qui, par exemple, pour un enseignant, sont forcément des sujets très, très importants et très douloureux, des décisions qui sont des décisions partagées. Mais à un moment donné, c'est bien le roi qui a bien voulu cela. La première, c'est la persécution des protestants français.
Vous voyez, c'est vraiment la grande énigme aussi de ce règne. Finalement, la monarchie du XVIIe siècle, la monarchie des Bourbons, est née sur un édit qui est l'édit de Nantes, qui avait permis de résoudre la question de leur religion. Finalement, elle était passée au deuxième plan. Ce qui comptait, c'était l'obéissance au roi. Il y avait une religion officielle, qui était le catholicisme, puis il y avait une coexistence avec une autre forme de christianisme. C'est du christianisme. On ne tolère pas les athées, mais on tolère une forme de christianisme qui est le protestantisme, pour employer un mot générique, disons, en France, c'est une forme de calvinisme. Très tôt, et vous voyez, c'est pas du tout un moment du règne, c'est très tôt, eh bien, la monarchie a restreint les libertés des protestants. Et ça s'est accéléré au temps de Louis XIV. Et en particulier, après avoir finalement appliqué à la lettre l'édit de Nantes, qui avait des ambiguïtés, donc finalement, on lisait l'édit de Nantes, disant, non, vous n'avez pas le droit de cela, vous n'avez pas le droit à faire ci. Donc vous voyez, c'était juridique. Mais progressivement, on est arrivé à l'idée de convertir par la force, par la menace. Et ça a été cette idée des dragonnades qui sont nées dans le Poitou, c'est-à-dire qu'on installe, on fait venir des soldats, les dragons, c'est une nouvelle sorte de soldats, c'est-à-dire qu'ils luttent à la fois à pied et à cheval, et on les installe chez les gens. Alors, ils ne tuent pas, mais ils sont violents. Ils bousculent le grand-père, ils se moquent de la mère, ils maltraitent la jeune fille, et puis, vous voyez, ils sont là, chez vous. Et donc, progressivement, l'idée va être qu'il ne faut pas avoir des dragons. Donc, il suffira d'annoncer l'arrivée de soldats dans certaines provinces pour que tout le monde se convertisse. Donc, finalement, on a trouvé la solution. Et donc, vous voyez bien, ce sont des Français, des sujets du roi de France, ils n'ont rien fait. Ils sont fidèles, ils sont loyaux, et on les contraint à la conversion. Alors, c'est un mouvement long, et finalement, progressivement, le roi lui-même et le gouvernement vont acquérir l'idée qu'il n'y a plus beaucoup de protestants. Donc, il faut que le roi utilise son pouvoir. Il n'y a plus de protestants, il n'y a plus d'édit de Nantes, on révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685. Alors, ça signifie qu'il y a toujours des protestants. On n'interdit pas aux gens d'être protestants. Simplement, ils n'ont plus le droit de culte. Ils ne peuvent plus exercer leur culte. Leurs enfants doivent être baptisés. S'ils ne se déclarent pas, ils n'existent pas. Ils ne se déclarent pas au curé, donc ils n'existent pas. S'ils veulent se marier, ils ne sont pas mariés, puisqu'ils ne peuvent pas se marier devant le curé. Leurs enfants, s'ils ne sont pas baptisés, eh bien, excusez-moi, eh bien, ils n'ont pas non plus d'existence. Donc vous voyez, il y a eu cette idée qu'on détruisait en quelque sorte le protestantisme. Et en plus, les protestants n'avaient pas le droit de quitter le royaume. Donc, c'est ce qui va se passer. Beaucoup vont quitter le royaume, mais aussi beaucoup vont abjurer du bout des lèvres. Alors, ce qui va se créer, finalement, c'est qu'il y aura, hors de France, des Français. C'est ce qu'on appelle le refuge. Alors, il y en a beaucoup en Hollande, un peu en Angleterre, et en Allemagne, en Suisse, jusqu'au Cap, en Amérique aussi. Alors, bien sûr, l'idée, c'est est-ce que ça a coûté cher à la France ? Cette idée va se développer. Bon, ce sont plutôt des gens lettrés, des artisans, des officiers, des commerçants, des savants, des professeurs. Donc, finalement, c'est un peu de la matière grise qui est partie. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'une fois à l'étranger, ils vont être en quelque sorte une autre France, c'est-à-dire une France de la résistance. Je voyais en passant, il y a une médiathèque Pierre Bel, ici. Pierre Bel est l'exemple même de l'homme qui a été obligé de partir. Or, lui, il aime bien Louis XIV. Il le respecte.
et il sera déchiré toute sa vie, hein, entre son roi et sa foi. Il n'osera jamais dire du mal de Louis XIV. Il se sent français. À côté, il aura son rival, Pierre Jurieu, qui, lui, considère qu'il faut tout utiliser pour abattre le roi de France. Et il n'hésite pas à monter des réseaux d'espionnage, hein, au nom de Dieu, hein, contre la France, pour aider les ennemis de la France à être bien informés sur l'état des armées. Donc vous voyez, il y a une France, et cette France de l'étranger, j'allais dire, cette France qui est à l'étranger, eh bien, elle va publier des livres, elle va publier des journaux, elle va publier des caricatures, et c'est vous voyez, une sorte de légende noire qui va se créer hors de France, contre le roi de France, contre la France, qui finalement, et c'est finalement toute une culture qui va se créer aussi hors de France, et Pierre Bel est un bon exemple. C'est un des premiers penseurs des Lumières, finalement, un de ceux qui mettent un doute systématique sur l'histoire, qui discutent, qui débattent. Vous voyez, c'est aussi une autre façon de penser de l'intelligence, de penser la réflexion. Et en même temps, vous le voyez, toute cette propagande va arriver à rire. Hein, on va rire du roi. Hein, rire du roi, et vous voyez ici, c'est pendant la guerre il y a eu une éclipse en 1706, toute l'Europe va faire des caricatures sur l'éclipse du soleil. Ah, il a voulu être le soleil, maintenant toutes ses armées sont battues. Vous voyez, alors, et je crois que la petite dame, c'est Madame de Maintenon, vous voyez, parce que l'Europe sait qu'il y a une femme près de lui. Ça intéresse beaucoup les Européens. Alors, souvent on accusait Louis XIV d'avoir un harem. Hein. J'aurais dû vous montrer, il y a une caricature où on le voit, il perd ses batailles parce qu'il n'a plus que des femmes. Hein. Alors on le voit, au battre de tambour, il y a toutes ses maîtresses qu'il suit. Donc il a la vision d'avoir un harem, mais en réalité aussi, progressivement, les Européens savent qu'il y a une femme près de lui, dont on ne sait pas très bien si c'est sa femme, pas sa femme, mais en tout cas, on pense qu'il a un grand poids. Hein, et plutôt une image favorable. Louis XIV a une mauvaise image, mais Madame de Maintenon a plutôt une bonne image à l'étranger. Vous voyez, on la voit ici dans une caricature hollandaise. Et vous le voyez, c'est une question sensible. Je vais vous raconter un souvenir. Il y a quelques années, mais il y a de nombreuses années, j'ai participé à une émission sur Louis XIV, hein, de Stéphane Bern. Et vous savez, alors sur des émissions, on vous interroge, on vous donne une batterie de questions, et puis alors on vous filme pendant des heures. Et tout le monde a les mêmes questions, puis après ils coupent, hein, comme pour les films, hein, et au montage, ils prennent ce qu'ils veulent. Hein. Et il y avait une question, on me demandait probablement ce que je pensais de la révocation, et au montage, doctement, je disais, il faisait son devoir. Et quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, mais tous les protestants de France vont vouloir ma mort. Hein. Vous voyez, c'est dire ça. Alors je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. J'avais dû dire, en bon chrétien, en bon catholique, il pensait que c'était dans son devoir d'être fait en protestantisme, mais coupé comme ça, vous voyez, brutalement. Alors, un peu de temps après, j'avais été invité à une émission religieuse du dimanche par les protestants. Je me suis dit, ouf, il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas l'image d'un suppôt de Louis XIV et d'un partisan de la révocation. Mais vous voyez combien on peut très vite toucher la sensibilité des hommes, d'une partie de nos concitoyens. Alors, il y a un autre sujet qui est apparu, et je vais l'aborder maintenant pour finir, c'est la question de l'esclavage. Alors on peut en parler aussi. Hein. Vous voyez, les protestants ne sont pas contents, mais les catholiques zélés ne sont pas contents non plus, parce que je me souviens là encore, un journaliste qui me disait, qui n'était pas à gauche, qui me disait, la révocation, bah oui. Et alors je lui ai dit, oui, mais il y a aussi l'expulsion des religieuses de Port-Royal. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, c'est grave. Vous voyez, on frappe à droite, on frappe les catholiques les plus zélés ou les protestants. Vous voyez cette idée, il faut être dans la religion officielle. Hein, le roi, c'est aussi la religion officielle. Donc, ce qui est apparu, vous voyez, aujourd'hui, et c'est très intéressant pour un professeur, vous voyez, j'attends, moi, la fin de ma carrière universitaire pour rencontrer ce problème,
nos publics ont changé. Hein. Nos publics sont en grande partie issus de l'immigration ou viennent des Antilles. Donc nous avons beaucoup et moi-même j'ai eu beaucoup de chercheurs, de doctorants, de doctorantes, et c'est un grand privilège, qui sont descendants d'esclaves. Donc on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Et vous voyez, ça c'est un changement. J'ai 40 ans de carrière, tout a changé. Et en effet, c'est une question importante. J'ai fait toute une thèse sur la paix d'Utrecht, autrefois, quand j'avais 20 ans. L'une des décisions de la paix d'Utrecht, c'est de donner l'assiento, qui est un contrat de fourniture en esclaves. C'était la France qui l'avait obtenu en 1700, et en 1713, ça passe aux Anglais. J'en ai parlé dans ma thèse, mais vous voyez, comme un sujet parmi d'autres, de la négociation. Aujourd'hui, on ne pourrait pas, vous voyez, c'est central. Pour les chercheurs américains, pour les chercheurs anglais, c'est une question essentielle. En effet, c'est une nouvelle donnée, finalement, du XVIIe siècle, c'est l'histoire des Antilles. Les Antilles se sont développées, ce sont des bouts de terre, pas très grandes. Enfin, il y a la Martinique, Guadeloupe, et puis progressivement la partie occidentale de Saint-Domingue, donc ce qui est aujourd'hui Haïti. Donc, elles ont été exploitées, occupées par des Français. Mais tout change à partir du moment où on fait du sucre. On avait d'abord exploité du tabac. Le tabac, ça peut être fait par des petits exploitants. L'indigo, alors je vous montre, vous voyez, une indigoterie, il y a déjà des esclaves, mais enfin c'est beaucoup moins, j'allais dire, pré-industriel. Voici le tabac, vous voyez une maison, et puis la fabrication manuelle, vous voyez, c'est la sucrerie, il y a des machines, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, une main-d'œuvre résistante, une main-d'œuvre solide. Donc progressivement, la population locale n'existe plus ou pratiquement plus. Les Français considèrent que c'est pas pour eux. Donc il faut une main-d'œuvre, et donc on l'a trouvé depuis longtemps. On a bien vu, ce sont des esclaves. Alors, vous voyez, nous touchons immédiatement là une question fondamentale, c'est-à-dire les Européens n'ont pas créé l'esclavage en Afrique. L'esclavage existait. Il était issu des combats entre les différents rois et royaumes. L'esclave, c'est le prisonnier de guerre, qui devient en quelque sorte le fils de son vainqueur. Alors parfois on dit que même on peut le sacrifier, même en manger un bout, mais on peut également le garder, il devient presque un fils, mais esclave, dépendant. C'est un système ancien qui probablement, vous voyez, a dû perdurer très longtemps, et peut-être par certains aspects, peut-être pas jusqu'à nos jours, mais presque. Ce que les Européens ont créé, c'est ils ont proposé une grande demande. Et bien sûr, ça a accéléré le système. Les princes, finalement, sur les côtes, sont devenus des amis des Européens. Un des étudiants, nos collègues maintenant, Makroufli Traoré a fait une très belle thèse sur un roi du côté du Sénégal, qui s'appelle Latsoukabe Fall, et Louis XIV envoie un Français qui s'appelle André Bru, ils s'entendent très bien. Mais le puissant, c'est Latsoukabe Fall. André Bru, il est à Gorée, il se tient à carreau. Et en fait, il mange avec Latsoukabe Fall. On parle de Louis XIV. Et en fait, à la fin combien en voulez-vous 3000 ? Bon, on va vous les fournir. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Mais vous voyez, ces compagnies, c'est des systèmes complexes. On a essayé de créer des compagnies, dont en particulier la compagnie du Sénégal. Mais c'est des systèmes qui ont très mal fonctionné. Parce que finalement, ce n'était pas si facile d'avoir des esclaves et les obtenir. Et en même temps, les commerçants n'étaient pas très désireux au début de se mêler de ces affaires-là. Donc le roi, l'État français, donc les Français ont mis de l'argent. Vous voyez, nous sommes tous responsables. C'est pas Louis XIV avec sa cassette qui a dit tiens, je vous donne 100 000 livres. Non, c'est l'État français qui a aidé. Et par exemple, Jacques Savary,
dans son parfait négociant, souligne les sommes considérables que le roi a tirées de son trésor royal pour aider la traite des esclaves. Donc d'une certaine manière, vous voyez, je le dis très solennellement, il faut le dire, le roi de France a été un roi négrier. C'est une réalité qu'il faut constater. Ça veut dire que c'était les Français. Alors, la guerre contre la Hollande, au moment même, vous voyez, où la Franche-Comté devient française, eh bien, Gorée devient française. On trouve le moyen de s'installer à Gorée, qui devient un peu le centre de cette traite des Noirs, avec d'autres villes sur la côte. Mais, en même temps, eh bien, on a essayé de développer des bonnes relations. Je vous l'ai dit avec la Tsugabe Fall, dans la région, disons, du Sénégal. Et puis également, du côté du golfe de Guinée, c'était beaucoup plus difficile parce que les Européens étaient très présents, ils n'avaient aucune envie de voir des Français s'installer. Et la France a trouvé, du côté de la Côte d'Ivoire, le royaume d'Isigny, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, il y a cet épisode très singulier. Eh bien, d'un jeune prince que l'on a amené en France. C'est une pratique qui va se développer. On prend les princes de ces régions lointaines et on les fait venir en France. On les reconnaît comme princes. Mais en même temps, c'est un moyen de pression sur ces pays lointains. Mon téléphone se met en marche tout seul, excusez-moi. Il est en train de me parler. Donc, il est venu en France. Alors, on ne sait pas très bien s'il était vraiment fils de prince. Alors, vous le voyez, on l'a reconnu comme prince. Il a été présenté à Louis XIV. Il avait 15 ans en 1688. Il s'appelle Agnaba. Il était païen, comme on disait. Il avait un visage de mort, ce qui est noir. Et Bossuet a été chargé de son instruction religieuse. Et il a été baptisé du nom de Louis. Louis XIV et son parrain. Il devient donc Louis Agnaba. On lui donne 12 000 livres par an, c'est très bien, 12 000 livres par an. C'est une très grosse pension. C'est la pension pour un diplomate qui a bien réussi. On le fait capitaine dans un régiment de cavalerie, il vit sur un très grand pied, il vivait bien d'ailleurs, il accumulait les dettes. Et il a créé même un ordre de chevalerie à Notre-Dame de Paris, l'ordre de chevalerie de l'Étoile de Notre-Dame. Et en 1700, en 1700, on apprend que son père est mort, donc on l'attend en Isigny. Et alors, vous voyez, je n'en crois rien, mais Louis XIV aurait dit, Prince Agnaba, il n'y a donc plus de différence entre vous et moi que du noir au blanc. Alors, je crois que ce n'est pas forcément des paroles véritables, mais vous voyez, c'est beau. Et alors, tout va se corser, c'est-à-dire qu'il va partir vers la Côte d'Ivoire, mais alors, semble-t-il, il est convoyé par un Français qui s'appelle le chevalier d'Amont, qui va le prendre en grippe. Et il semble que très vite, Louis Agnaba ait cessé d'avoir des bonnes manières. Et quand ils arrivent dans le royaume des Signy, en fait, le chevalier d'Amont ne le reconnaît pas comme roi, mais reconnaît son oncle. Et il va y avoir une petite colonie française, mais ça ne va pas tenir très longtemps. Les Hollandais vont venir bombarder la colonie française. Et en fait, les quelques Français qui se sont installés sont évacués en 1706. Et vous voyez, il y a une relation. Donc, vous voyez, on fait ces bonnes relations avec des princes locaux. Mais ça ne pose pas de problème. Ce qui est devenu très sensible, c'est la question du Code noir. Le Code noir, c'est une législation, un édit de 1685, de mars 1685, touchant la discipline des esclaves nègres des îles de l'Amérique française. Et c'est ce texte qui, aujourd'hui, suscite une réprobation terrible après le grand livre de Salamolin, c'était un philosophe, qui l'a analysé comme un texte, j'allais dire, philosophique. Et, bien sûr, c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui a essayé de donner une base juridique au statut des esclaves dans les îles d'Amérique. Soyons clairs, l'esclavage n'existe pas en France, dans le royaume, depuis le Moyen-Âge.
depuis la fin de l'Empire romain, grosso modo, l'esclavage n'est plus possible. L'esclavage n'est plus possible. Ce qui est une exception dans le monde. Partout dans le monde, en Chine, en Inde, en Amérique, il y a de l'esclavage. L'Europe ne connaît pas l'esclavage, elle a connu le servage, mais elle ne connaît pas l'esclavage, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vendre un homme ou une femme. L'idée qui est lancée par Colbert, et c'est pour ça que Colbert est au cœur de cette idée, de ce projet, c'est bien de légiférer, de réglementer. Il y a une situation qui n'est pas claire. Et ces hommes et ces femmes n'ont pas de statut. Donc, il faut essayer de trouver une solution. D'où ce texte qui a été l'objet de concertation. Ce sont des informations qui viennent surtout de la Martinique. C'est sur place qu'on a réfléchi. Et vous voyez, quand on a accusé Colbert, le texte paraît en 1685. Colbert est mort en 1683. C'est son fils qui l'applique, Colbert de Seignelay. Donc, il faut innocenter au moins Colbert de la publication, puisqu'il était déjà mort. Alors c'est un texte très long, qui ne sera pas d'ailleurs enregistré par les parlements en France, qui considèrent que ce n'est pas la législation. La législation française, c'est que la terre de France libère. Et ça va rester la grande question. Mais bien sûr, il s'agit de donner un cadre juridique, et le but de ce texte est surtout religieux. D'ailleurs, l'article 1 rappelle l'expulsion des Juifs des Antilles. C'est d'abord un texte antisémite, pourrait-on dire. L'article 1 décide l'expulsion des Juifs. Quelques Juifs s'étaient installés dans les Antilles, on les expulse. Mais il s'agit surtout de veiller au statut des hommes et des femmes selon qu'ils sont mariés, pas mariés, mariés entre noir et blanc. Vous voyez, c'est très subtil. En gros, c'est la femme libère. Une femme libre a un enfant libre. Une femme esclave a un enfant esclave. Mais en même temps, l'esclave ne peut rien posséder. Et les juristes qui se sont penchés sur ce texte, je les ai lus, considèrent qu'on admet quand même une certaine humanité de l'esclave et même peut-être une capacité juridique. Mais c'est l'article 44 qui fait scandale, c'est-à-dire qu'on considère l'esclave comme un bien meuble qui peut être vendu, saisi, affecté à un héritier, même si le mari, la femme et les jeunes enfants ne peuvent pas être séparés. Donc vous voyez, c'est cette idée de bien meuble qui est insupportable. Le texte donne une sorte de force juridique à l'esclavage dans un royaume, pas dans tout le royaume, mais dans une partie de ce royaume, hors de France. Alors, bien sûr, ce texte sera à la fois présenté, vous voyez, sous un œil favorable, ici, une gravure. Le nom Code noir a été donné au XVIIIe siècle pour l'ensemble de ces textes qui légiférait en matière de statut des esclaves. Vous voyez d'ailleurs l'homme noir a sa chaîne à la main. C'est comme, on veut dire qu'il est un peu libéré par le droit, c'est possible. Et vous le voyez, c'est une histoire qui passe mal. Et vous voyez ici la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, qui a été taguée. Aujourd'hui, elle est nettoyée. Mais vous voyez, négrophobie d'État, et le pauvre Colbert a reçu sa peinture, mais en même temps, il faut bien le dire, ça ne s'est pas trop prolongé. On n'a pas. Alors dans les Antilles, c'est une autre histoire. Je crois que là, les choses sont beaucoup plus dures et beaucoup plus. Je crois que Joséphine de Beauharnais, sa statue a été détruite, donc c'est beaucoup plus. En France, ça s'est un peu arrêté, ce qu'on appelle aussi le wokisme, ce qui n'est pas une très bonne formule, mais c'est une sorte on transforme la question sensible en motif d'agression et de violence, et ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc vous voyez, d'une certaine manière, ce sont des questions très, très délicates et qui peuvent nous interpeller. Mais la leçon de ce moment, je vais m'arrêter là, la leçon de ce parcours, c'est que l'histoire doit examiner toutes ces questions-là. C'est la vertu de l'historien. Et comme je vous l'ai dit, moi, je vois avec les changements de public, avec les changements chez les étudiants, eh bien, il faut prendre conscience de ces modifications de la société contemporaine. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut dire que le règne de Louis XIV a eu sa grandeur.
Alors, on peut discuter sur l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect juridique, tout peut être discuté, mais ce qui nous flatte aujourd'hui et nous fait plaisir, c'est la protection des arts, des lettres et des sciences. Voici Louis XIV visitant la manufacture des Gobelins, une manufacture de luxe. Aujourd'hui, vous voyez, nous vivons, nos industries de luxe sont prospères, entre Hermès et les autres. Vous voyez, cette idée que l'État doit favoriser la création de luxe, de vaisselle d'argent, de tapis, de peinture. Et il y a même donc une manufacture qui existe toujours, qui est destinée bien sûr à décorer les palais royaux, mais aussi à créer des modes et à montrer en particulier une chose qui n'était pas si évidente. Et vous voyez ici même, c'est la preuve, c'est que la France sait faire des tapisseries, ce qui n'était pas le cas. Des grandes tapisseries, vous voyez, c'est l'objet le plus cher au XVIIe siècle. Une tapisserie, ça demande des années. On sait désormais faire des belles tapisseries, alors qu'il fallait les acheter, en particulier en Flandre. Protection des créateurs. Il est quand même intéressant que, au moins pour deux d'entre eux, ça a été en quelque sorte presque des amis du roi. Molière, Racine. Racine était le lecteur du roi. Il lui lisait plus tard quand il avait des insomnies. Donc il y a plus drôle comme fonction. Mais enfin, vous voyez, il a accepté. Bossuet, qui est un de nos grands orateurs sacrés. Les jardins, là, aujourd'hui, nous sommes si sensibles à la nature. Alors bien sûr, on peut dire que c'est une nature artificielle. Grégory Quesnay a fait un très beau travail pour montrer à quel point, justement, cette vision de la nature que l'on domine, que l'on domestique par des jardins, est aussi discutable. C'est un thème sur lequel il faut revenir. Aujourd'hui, j'ai vu là, devant la gare, on a laissé les marguerites, les bleuets se développer. Donc on a une autre vision aujourd'hui de la nature. On ne la domestique pas comme Louis XIV le faisait. Donc il y a aussi une discussion, mais il n'empêche, les jardins de Versailles, c'est une très belle réalisation. Les jardins de Marly, les jardins de Trianon, ce sont des compositions admirables. Et l'ensemble était très réussi. Et finalement, parmi les hommes du XVIIe siècle, cet homme-là est une des figures les plus sympathiques et les plus respectées, finalement, dans notre mémoire. Il suffit de voir le succès du livre d'Éric Orsena. Les sciences. Alors, ce n'est pas la France qui a créé l'Académie des sciences, on s'est inspiré de la création anglaise, mais c'est aussi cette idée, vous le voyez, d'un groupe de savants. Alors, il y a l'Académie des sciences, derrière, vous voyez l'Observatoire. L'idée de l'Observatoire, c'est aussi la géographie, c'est la cartographie, c'est la connaissance du royaume. On va lancer finalement une description du royaume, il y aura de nouvelles cartes, et Louis XIV va être très étonné. Il va dire à Cassini, qui lui présente la carte, vous m'avez pris un quart de mon royaume, vous voyez, parce qu'on croyait la France beaucoup plus grande, et donc elle a été terriblement réduite. Pas un quart, mais une grande partie du royaume. Donc vous avez donc toute l'État qui accompagne finalement la science, la réflexion, également pour l'Académie française des lettres. Et puis bien sûr, il y a la grande réalisation finalement sur toute une vie. Cette réalisation permanente où l'on crée, où l'on détruit, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en permanence, Louis XIV a créé et détruit parce que ça ne lui plaisait pas. Donc il y a une sorte de réflexion. Vous voyez le château tel qu'il était, j'allais dire au début du règne personnel, cet escalier des ambassadeurs qui a étonné le monde. La Gazette dit toujours, quand les Marocains arrivent, ils s'arrêtent en bas, parce qu'ils sont étonnés. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous voyez, ça a été détruit au temps de Louis XV pour les appartements de ses filles. Cette grotte de Tétis qui n'existe plus non plus, qui était aussi partie. J'ai fait une faute. Il n'y a pas de H après le premier T. Donc cette idée du soleil qui vient se reposer dans la grotte de Tétis, et puis bien sûr tout l'ensemble des jardins, ces très belles vues de l'orangerie et du palais lui-même. Donc vous le voyez, c'est aussi de façon plus sereine, une façon en abordant les questions sensibles, on peut peut-être observer, analyser, se réjouir d'une façon bien différente, avec peut-être plus de joie encore, de tout ce que ce passé peut nous offrir dans le domaine de la culture et de l'art. Et c'est ce qui nourrit aussi
notre mémoire collective. Je vous remercie. Alors on a un peu de temps pour des questions, commentaires. C'est pas trop une question, c'est juste pour ouvrir le débat, puisque personne ne veut se lancer. Mais dans les troupes de Louis XIV en Franche-Comté, c'est très actuel, il n'y a pas quelque chose de Poutine en Ukraine? C'est un petit peu du même genre. Quand on pense à Arcet, où on a brûlé vif les gens dans l'église, etc., ils sont venus sur un territoire qui n'était pas le leur, je parle des troupes françaises, pour le prendre. Et encore, côté russe, aujourd'hui, ils ont des vagues arguments pour l'Ukraine, c'était des Russes. Là, c'est juste pour nous occuper, pour prendre, alors qu'on était très heureux au sein du Saint-Empire romain germanique. Besançon était même exempté d'impôts, on était paradis fiscal, mais c'était le paradis, on n'a rien demandé à personne. Et tout d'un coup, il est venu chez nous et il a massacré. Il y a eu une résistance très forte, notamment à Dole et un peu partout. Les Francs-Comtois n'ont pas apprécié du tout qu'on leur retire leur... je ferai une petite remarque, puisqu'on était sur les statues. Certains veulent enlever certaines statues, Colbert ou d'autres. Mais moi, il y a une statue qui me dérange un petit peu à Besançon, c'est celle de Vauban. Comment est-ce qu'une ville peut ériger une statue en faveur de quelqu'un qui a balancé 20 000 boulets de canon sur la ville et qui a détruit la population, alors qu'une ville, normalement, doit honorer les bienfaiteurs, et que nous n'avons à Besançon pas la moindre rue, pas le moindre quartier, pas la moindre statue de Charles Quint. Il y a quand même des moments, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est juste pour lancer le débat. Voilà. Merci de cette intervention. Je vois que la résistance continue. Donc, c'est très intéressant. En effet, je ne pensais pas que vous voyez, moi je suis de Lyon. Donc à Lyon, on n'a pas de... Vous voyez, on est dans le royaume depuis plus longtemps, donc on n'a pas de sentiment d'avoir appartenu à une autre entité, mais votre réponse, votre remarque est très intéressante. En même temps, vous voyez, votre remarque est très intéressante puisque vous parlez de Vauban. En effet, moi je suis assez étonné aussi. C'était un homme d'armes, essentiellement, un homme qui a fait des sièges, c'est pas un saint. Hein. Or, il est devenu un peu, grâce aux historiens, grâce à ses écrits, lui-même a été très habile, il s'est mêlé beaucoup d'écrire sur des tas de sujets. Donc on l'a trouvé comme vraiment très bien, et puis en particulier il avait tendance à vouloir imposer tout le monde, donc les gens ont dit c'est formidable l'idée de la taille royale, vous voyez, cette idée qu'on va répartir l'impôt sur tout le monde. Alors il est d'un collaborateur essentiel du roi dans sa guerre, il est devenu finalement une figure intellectuelle, doublée. Alors c'est pour ça que je le défendrai presque. Ce que l'on trouve aux travaux de Vauban, c'est une grande beauté. C'est-à-dire que les travaux qu'il a faits, alors je ne sais pas ici comment vous jugez les fortifications, mais dans beaucoup de villes, moi je suis allé voir Mont-Louis dans les Pyrénées, Fort-Dauphin, c'est très beau. Et c'est ça qui finalement a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est-à-dire que d'opérations de guerre, vous voyez, c'était aussi une façon de tenir les populations, tous ces forts, hein, faut pas rêver. Eh bien, aujourd'hui, on trouve que c'est beau. Hein. Marseille, moi je vais souvent à Marseille, le port est fermé de deux forts, dont l'un au moins est l'œuvre de Louis XIV. Le fort, il n'est pas orienté pour canarder les pirates ou les corsaires. Il était essentiellement destiné à surveiller la ville. Donc, aujourd'hui, finalement, et en même temps, aujourd'hui, on trouve ça très beau dans le Mucem a été créé en partie sur un fort. Donc il y a une dimension esthétique dans l'œuvre de Vauban qui est aujourd'hui très étonnante et qui lui a donné une forme de sainteté. Et je suis très étonné et très intéressé par votre remarque qu'au moins ici, c'est moins unanime que parfois on a l'impression de le penser. Merci de votre remarque. Monsieur. Non, juste une question que vous pouvez peut-être m'éclairer, parce que j'en suis pas si sûr. Il paraît que la citadelle, Louis XIV l'a fait payer par les Byzantins, et qu'elle était là pour les empêcher de se révolter, pas du tout pour défendre
des agressions. Alors je ne sais pas si c'est exact, moi je ne suis pas historien, mais connais c'est pas nous qu'on a payé apparemment. Bah, ça, c'est probable. Non, mais ça, c'est toujours le cas. Ah, c'est toujours le cas, oui. Moi, je l'ai vu pour à Salon, quand il est passé à Salon de Provence, ben, justement, quand il passe, c'est lui ou les autres, mais vous voyez, quand il a beaucoup voyagé dans sa jeunesse, il connaît très bien la France, il a vu toute la France pour des raisons diverses, et il a beaucoup voyagé au moment de son mariage, en particulier dans le sud, les autres rois n'y sont jamais allés, mais lui est allé partout, alors, il visitait essentiellement. Sa mère était très pieuse, donc il n'a raté aucune église, aucun monastère. Il les a tous fréquentés. Il avait 2 fois des messes par jour quand il était jeune. Donc ça, il connaissait bien tous les établissements religieux de France. Mais également, quand donc Marseille a été occupé. Marseille s'était révolté quelques années auparavant. Et quand il est allé à Marseille, il est entré par une brèche dans la muraille pour montrer que, comme si la ville venait d'être soumise. Vous voyez, et je crois qu'on a interdit au tambour de jouer, et quand on lui remis les clés, il ne les a pas redonnées. Vous voyez, tout ça avait été préparé. Il ne les a pas remis aux autorités, il les a donnés au gouverneur. C'est un peu l'humiliation de la ville. Donc on a construit tout de suite une forteresse, et quand il repasse, il demande, vous voyez, sur place à Salon de Provence, on demande de payer ou d'envoyer des ouvriers pour construire la forteresse de Marseille. Donc ça, les voyages de Louis XIV, c'était pas du plaisir pour les populations. Ce que vous dites me paraît, je veux dire, c'est presque normal que ce soit les Byzantins qui aient payé. Alors ce que j'avais lu, c'est qu'on a adapté la défense. C'est-à-dire que toute la défense était contre la France. Le travail de Vauban a été de faire une défense qui se fasse contre un ennemi venant de l'Est. Vous voyez, c'est une sorte d'adaptation du travail. Il n'a pas créé, mais il a en quelque sorte remanié les choses. Excusez-moi, je vais revenir sur Vauban. Bon, je suis un byzantin, mais je suis un admirateur de Vauban. Vous parlez de Louis XIV qui a voyagé, et aucun homme de son époque n'a voyagé plus que Vauban. Oui, c'est vrai. Et lui, il allait peut-être pas 2 messes par jour, mais il allait visiter les campagnes. Et la description des campagnes qu'il fait, ça sera repris par Bossuet, ça sera repris par Fénelon, c'est que la population est exsangue. Et c'est pour cela qu'il propose sa dîme, la dîme royale, pour trouver un système qui est proche peut-être du système que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les fermiers généraux ne s'en mettent pas plein les poches. Parce qu'il disait, toutes ces sommes qui sont perçues sur le dos des paysans, en gros, puisque vous l'avez dit même, ce sont les agriculteurs qui payaient, les paysans qui payaient. Toutes ces sommes, il n'y en a qu'une petite partie qui arrivait au niveau du roi, tellement elles étaient dispersées. C'est rien. On voit les systèmes qui se passent maintenant dans certains pays, et on dit, oh mon Dieu, quelle catastrophe, quelle catastrophe. Mais sous Louis XIV, c'était encore pire que ça. C'était encore pire que ça. Merci de vos remarques. Et quand Vauban propose son système, c'est justement pour que les sommes perçues arrivent au niveau du roi. Parce que ce qu'il reproche au roi, notamment c'est bien dans les oisivetés, c'est très bien fait ça, ce qu'il reproche au roi, c'est de ne pas, alors je vais parler en termes modernes, de ne pas se comporter en patron, comme un patron se comporte dans une entreprise, mais qu'il laisse trop des intermédiaires s'en mettre plein les poches. Et le système de Vauban, c'est percevoir beaucoup moins d'impôts en masse pour qu'il y en ait beaucoup plus au niveau du roi, qu'il puisse avoir une vraie politique. Et en ce sens-là, c'est un homme qui est très moderne. Vous avez sans doute raison. Hein. Ça, je ne veux pas me lancer là-dedans. C'est un peu technique. Quand vous dites que, vous voyez, l'argent n'arrivait pas au sommet, c'est parce qu'en fait, c'est des systèmes de comptables. On dépensait sur place, vous voyez, les choses dont on avait besoin. Donc une partie, c'est un pays où on a quand même des chambres des comptes. Hein. Le système de vérification a commencé. C'est pas, je pense pas que ce soit comparable vraiment à certains pays d'aujourd'hui où en effet la corruption est généralisée. C'est le système qui est un peu de corruption. C'est-à-dire que, par exemple,
on fait, je l'ai dit ici tout à l'heure, là, les magistrats payent pour avoir un emploi. Un président au Parlement paye pour pouvoir conserver son emploi et le faire passer à ses enfants. Donc c'est un système qui est corrompu, qui a une forte corruption. Les ministres, je l'ai regardé, il y a le très beau livre de Pénicaud sur un ministre qui s'appelait Chavillard. Il est naturel que les États du Languedoc, quand ils viennent à Paris discuter, ils donnent de l'argent aux ministres, une grosse somme. Ça fait partie des usages, des cadeaux, en quelque sorte. Donc ça, c'est une forme de corruption. Vous voyez, et ça, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, c'est vrai. Mais le système est corrompu. Mais dans la réflexion de Vauban, vous voyez, au même moment, le gouvernement a pris une décision, qui est la capitation, qui va rester une grande partie de l'ancien régime. La capitation, c'est un très bel impôt. Vous voyez, ce qu'on a reproché à Vauban, c'est de se mêler de ce qu'il ne regardait pas. Il n'est pas contrôleur général des finances. Et on va imposer la capitation, alors qui est un impôt. Le seul à être dispensé de l'impôt, c'est le roi. Tous les autres doivent payer l'impôt. La capitation est un impôt révolutionnaire, et c'est la monarchie qui l'a mis en place au temps de Louis XIV. Donc vous voyez, donc c'est plus délicat. Hein. La monarchie a créé deux impôts très égalitaire. Quand vous regardez la première tranche d'impôts, c'est les ducs et les fermiers généraux, justement. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du rang social, on tient compte de la fortune et du rang social, les deux. Et on a créé un peu l'impôt, c'est pas l'impôt sur le revenu, mais ça commence à être un impôt beaucoup plus juste que celui que la taille qui frappait essentiellement les paysans. Donc vous voyez, la monarchie elle-même est en train de se... Et d'une certaine manière, il ne faut pas, là encore, il ne faut pas, je vous dis, sanctifier Vauban. Il y a eu beaucoup d'autres projets. Ce qui a un peu déplu à Louis XIV, il faut exagérer, il a été fait maréchal de France, c'est le seul ingénieur qui ait jamais... Enfin, il y en a peut-être eu après, mais en tout cas, c'est le premier ingénieur à avoir été maréchal de France. Donc on ne peut pas dire que les honneurs ne lui aient pas été donnés. Mais ce qui a un peu indisposé le gouvernement, c'est que ce n'était pas son travail. Vous voyez, son travail, c'était de faire de belles... Et il le faisait bien, de faire de belles fortifications. Et ce que vous avez dit est très juste. C'est un des hommes qui a beaucoup circulé. Anne Blanchard a fait une thèse remarquable sur Vauban, un très beau livre sur Vauban. Et il a beaucoup circulé, il avait une connaissance, il a un intérêt pour l'observation. Et quand on parlait tout à l'heure de la citadelle de Besançon, s'il regardait tant les choses, c'est aussi pour son métier. Et il avait l'œil, un peu l'œil géographique, c'est-à-dire de comprendre si tel but, vous voyez, qu'est-ce qu'il faisait? C'était ça. Là, il y a une butte d'où une armée, vous voyez, un groupe peut mettre un canon, et donc il y a une sorte de connaissance du paysage et des populations qui vivent autour. Parce que c'est un tout. Et je crois que c'est sans doute là où son travail est le plus intéressant, c'est dans cette vision assez générale et globale des choses. Mais donc, vous voyez, nous avons quelqu'un qui veut détruire j'espère que vous entendez bien. Donc on va détruire la statue et vous voulez la dorer en quelque sorte. Non. Ah non, c'est pas Vauban. Non, le canal du Midi, c'est pas Vauban. Non, le canal du Midi, c'est pas Vauban, non. C'est Riquet. C'est Riquet qui a mis au place. Ah non, c'est Riquet. Non, c'est Riquet qui a détourné autour de la montagne noire. Je crois que c'est Riquet plutôt. Bon. Monsieur là. Qui c'est qui a une question? Là, monsieur. Bonjour. Lorsqu'une décision est prise à Paris, maintenant on parle tout de suite de jacobinisme. Or, vous avez bien évoqué tout à l'heure le fait que déjà du temps de Louis XIV, de Colbert, on avait une structure de l'État où tout était bien décidé
à Paris. On n'était pas dans le centralisme démocratique, mais dans le centralisme royal, et où les structures de l'État étaient déjà présentes. Colbert avait fait des écoles d'ingénieurs, il avait déjà créé d'ailleurs l'école des ponts et chaussées. Et la Révolution n'a pas créé ce mouvement, il était déjà en germe du temps de Louis XIV. Ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a d'abord l'idée que au temps de Louis XIV, on a presque, je dirais, mis en scène cette sorte de souci de la verticalité. Vous voyez, je crois qu'on en parle parfois avec un président actuel, on parlait de verticalité. Donc cette idée qu'il y a un ordre au sommet et que ça va jusqu'au... Et on allait jusqu'au détail. D'ailleurs, on le voit dans des exemples militaires. Le ministre à Paris va décider d'un escalier à Montlouis dans les Pyrénées. Vous voyez ça. Alors, ça, c'est un peu la théorie. Et l'idée qu'en effet, on décide de tout. Colbert va en rajouter encore, en particulier dans le domaine économique. Il va multiplier les règlements tatillons, vous voyez, en envisageant tous les cas possibles. Vous voyez, donc dans un bureau, il y a des gens qui font des listes de produits. Vous voyez, c'est une forme d'interventionnisme, d'intervention généralisée, un peu à la soviétique. Hein, vous voyez, c'est-à-dire vraiment l'État qui se mêle de tout et qui réglemente tout. La réalité est sans doute très différente. C'est-à-dire, d'une part, je me souviens dans un livre de Goubert, il y a très longtemps, quand j'étais étudiant, il disait, puisqu'on répétait en permanence les obligations, c'est qu'on ne les respectait pas. Donc le fait que, vous voyez, on répète les règlements, c'est qu'en fait, personne ne les respecte. Donc il y a cette idée-là. Il y a l'idée qu'en effet, les conditions matérielles ne sont pas faciles, c'est-à-dire qu'on n'a pas le téléphone, donc le temps qu'une décision arrive, tout peut changer, et sur place, les résistances sont très fortes. Et si bien que l'idée aujourd'hui, derrière cette image, en effet, d'une centralisation, vous voyez, moi j'aime bien l'idée d'autoritaire. C'est vraiment un État autoritaire qui donne des ordres d'en haut pour que ce soit appliqué en bas. Eh bien, aujourd'hui, en particulier les Américains, je ne sais pas pourquoi, et qui s'intéressent beaucoup à la France, ont une vision presque idyllique du règne de Louis XIV. Alors, il y en a un premier qui s'appelait William Bake, B-E-I-K, qui a beaucoup insisté sur la négociation avec les autorités locales, en particulier pour le canal du Midi, disant, vous voyez, c'est un peu un parti à trois, il y a Riquet qui est un financier qui arrive avec son projet, il y a les autorités locales, et puis il y a le roi. Ça se fait à trois, donc aussi bien sur le plan financier que sur le plan organisationnel. Donc c'est la moyen de faire avancer les choses. Le roi ne peut pas tout payer, et donc tout le monde participe un peu au projet. Donc ça, c'est, vous voyez, l'idée de négociation. Alors, quand on regarde les ouvrages de Bach, on s'aperçoit que ce sont souvent des choses du début du règne, et la négociation, j'ai l'impression qu'elle diminue avec le règne. Vous voyez, c'est-à-dire que les ministres aiment bien être obéis après. Hein, il y a l'idée, l'État, quand l'État a dit quelque chose, eh bien, on obtempère. Ça, c'est très fort. Il y a un autre chercheur, Collins, qui parle même de république. Vous voyez, on rêve. Et il dit la France est une république. Il y a un souci du bien collectif, du bien commun, la res publica. Alors, dire de Louis XIV que c'est un républicain, ça, vous voyez, il fallait vraiment venir de Californie ou des États-Unis pour oser le dire. Mais eux le disent. C'est-à-dire qu'il y a aussi un État qui a le sens très fort du bien commun. Et c'est peut-être ça qui a permis à cet ensemble, la population l'a accepté. Vous voyez, les intendants, ils étaient tout seuls hein, dans les villes, on les a rarement molestés. Hein, donc, il faut vraiment des crises très graves pour qu'on commence à casser les vides de l'intendant. Donc, d'une certaine manière, on a accepté cette pression nouvelle, probablement parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'autorité de l'État apparaît comme plus juste que les autorités locales qui pensent d'abord souvent à se servir ou à servir leurs amis. Donc on a finalement ce recours possible à des gens finalement qui ne sont pas intéressés sur place. Et ça, je crois que ça a beaucoup contribué à
à renforcer cet État dans lequel nous vivons encore en grande partie. Il faut bien penser. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas en Grande-Bretagne, hein, enfin, nous ne sommes pas en Grande-Bretagne. Nous sommes dans un État qui reste fortement centralisé et où les différences sont finalement minimes. Hein. Regardez sur les programmes de l'éducation nationale, enfin, sur le recrutement des professeurs, tout ça est à l'échelon national pour une grande partie. Hein. Donc, vous voyez, là, nous avons avancé vers une forme de décentralisation. Alors, moi, vous voyez, chacun est libre de juger ce qu'il en est. Hein. C'est vraiment des opinions politiques. Hein. Nous sommes un petit pays, d'une certaine manière, donc l'efficacité, ça peut passer aussi par un État plus musclé. Donc, tout se discute. Mais indéniablement, nous ne sommes pas un pays comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne ou comme bien d'autres, où finalement, l'entité locale ou régionale est très forte, finalement. Bon, ben on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup encore. Merci à vous de votre attention.